Monsieur François Quépès, qui est lui aussi un acteur majeur, cette fois dans le rapprochement de la biologie des systèmes et de la biologie intégrative dont il va nous parler. Il est le créateur du programme d'épigénomique au Génopôle d'Évry. Il est lui aussi un pionnier des biotechnologies. Il est impliqué dans de nombreuses actions. Et j'ajoute une particularité. M. Quépès est membre associé du Centre de recherche en épistémologie appliquée de l'École polytechnique. Et il est donc de ces audacieux qui osent transgresser les frontières des disciplines. M. Quépès. J'aimerais dire d'abord quelques mots sur l'opinion que j'ai sur les liens possibles entre ces différentes approches et ensuite illustrer ce propos de manière concrète avec un exemple tiré de notre travail dans lequel nous avons essayé de fait de mêler de manière productive pour la découverte en biologie et si possible aussi dans une autre discipline ces différents aspects. Donc je commence par une petite présentation de la manière dont j'envisage la confrontation, ou plutôt la synergie entre biologie systémique et synthétique. Au niveau le plus fondamental, la biologie systémique et la biologie synthétique partagent une espèce de charnière qui est faite des principes de design de la vie. Comment est-ce que, dans la nature, s'implémente un oscillateur, s'implémente un interrupteur, à biposition, etc. Donc ces principes de design de la vie sont explorés par la biologie systémique dans son approche analytique et sont exploités par la biologie synthétique. En bon français, peut-être qu'une traduction des principes de design de la vie serait le titre du célèbre livre de François Jacob, publié en 1970, La logique du vivant. Un autre aspect qui me semble digne d'intérêt est de regarder la relation entre l'expérimentation, l'investigation à la paillasse et l'investigation numérique, et puis les aspects théoriques. Et on a souvent parlé aujourd'hui de bio-inspiration. Peut-être moins connu, moins habituellement mis en avant, est le fait que la théorie peut en retour fournir des plans expérimentaux optimaux qui permettent par exemple de discriminer au mieux entre des hypothèses restant en lice, ainsi permettant de réduire fortement le coût de la partie expérimentale du travail qui est en principe le coût le plus élevé de toute l'opération. Si l'on pense biologie synthétique, qui a reçu ses lettres de noblesse par la publication d'un numéro spécial de Nature en novembre 2005, en tout cas pour ceux qui accordent de l'importance à ce type de démonstration, dans laquelle d'ailleurs est paru un article de Drew Handy que nous écouterons tout à l'heure, eh bien, on pense souvent à l'aspect ingénierie d'abord parce qu'il existe une définition en 2 mots de la biologie synthétique qui est ingénierie de la biologie, et deuxièmement parce que, de fait, cet aspect de conception rationnelle de nouveaux objets se rattache de façon assez naturelle à l'application. Le volet fondamental de la biologie synthétique est bien réel, ça a été très bien expliqué ce matin. Je ne vais pas y revenir, sauf pour dire que, d'une manière générale, c'est un bon outil lorsqu'il s'agit d'essayer de discriminer entre contraintes et contingences. Par exemple, si vous posez une question du type il existe un élément métabolique comme le cycle de Krebs qui est relativement universel dans le monde vivant, est-ce dû à des contraintes chimiques ou physico-chimiques, ou est-ce dû à des contingences, c'est-à-dire que notre Lucas avait un cycle de Krebs complet ou embryonnaire, et comme nous en descendons tous, nous avons tous hérité de notre ancêtre commun cette caractéristique métabolique, donc contingence. La même chose pourrait être dite pour le code génétique. Le fait de reconstruire un objet vivant qui se dispense du cycle de Krebs est probablement la meilleure démonstration du fait qu'il n'y a pas de contrainte physico-chimie. Un petit mot sur les perspectives. Alors, on a un certain nombre d'études qui ont été publiées et qui parlent d'un marché considérable de la biologie synthétique.
elles ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres, et je n'aimerais pas trop insister sur ce point. Par contre, un point qui me semble peut-être plus évocateur et qui tient à une analogie mérite d'être développé, surtout un jour comme aujourd'hui, avec ce colloque qui porte sur la biologie et sur la chimie de synthèse et la biologie de synthèse. C'est que nous vivons une période actuellement à la charnière du XXe et du XXe siècle. Il y a quelque analogie avec la situation qu'a vécue la chimie à peu près un siècle plus tôt. Il est tout à fait clair que la chimie analytique était triomphante à la fin du XIXe siècle. Quelques pionniers, notamment ce matin a été cité Marcelin Berthelot, quelques pionniers ont franchi un pas. Le pas consistait au départ à dire bon, je suis un chimiste analyticien, j'ai besoin d'analyser beaucoup de molécules, j'ai besoin de plus de quantité, je vais synthétiser une quantité supérieure. Mais évidemment, le pas qu'il y a à franchir pour passer de la synthèse d'une molécule naturelle à la synthèse d'une molécule non trouvée dans la nature est relativement faible, et ce pas a été très vite franchi, donc à peu près il y a un petit peu plus d'un siècle. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en biologie depuis depuis les années 1990, on se rend compte que la biologie moléculaire est triomphante, donc la biologie analytique est triomphante par ses filles, génomiques, transcriptomiques, etc., toutes les omiques, et cette biologie analytique triomphante ouvre assez naturellement la voie à une biologie de synthèse, pour des raisons tout à fait analogues. Et donc, si l'on pèse ce que représente la chimie durant le XXe siècle, l'envergure qu'elle a pris de la recherche au développement à l'industrie pour devenir un poids lourd économique, et elle le restera sans doute encore très longtemps, on mesure peut-être plus facilement par analogie ce que pourrait devenir le poids lourd biologie synthétique du XXIe siècle. Ensuite, on lit dans des journaux plus ou moins spécialisés que nous vivons la 3e révolution biotechnologique ou bien la 4e révolution nanotechnologique, bien sûr à l'échelle de 1 mois ou de 1 an ou peut-être de 5 ans, 10 ans. On peut parler de révolution. Cependant, si maintenant on se replace à une échelle de 6000 ans avec le début de la biotechnologie et Noé, l'invention du vin, l'usage d'un micro-organisme, la levure, pour fermenter le jus de raisin, peut-être le mot révolution est-il excessif. Évidemment, je ne vous apprends pas que l'homme a maîtrisé la matière vivante pour l'orienter vers ses propriétés désirables de son point de vue depuis l'époque de l'élevage, et puis avec l'élevage contrôlé, et puis la systématisation vers les modifications génétiques dirigées depuis 30-40 ans, et au fond, la biologie synthétique, au moins dans une de ces expressions, puisque nous avons vu qu'il y avait plusieurs biologies synthétiques ce matin, notamment avec Stephen Banner, qui nous amène une certaine rationalisation de notre capacité à concevoir les modifications. Donc de ce point de vue, peut-être s'agit-il d'une évolution plutôt que d'une double révolution. On peut aussi se positionner dans un esprit de construction hiérarchique, conception rationnelle, et noter que la biologie synthétique s'intéresse à la production de briques fondamentales dans l'un de ces 3 aspects. Je ne parle maintenant que l'un des 3 aspects développés par Stephen Banner, protéines ou ARN typiquement, à la production de systèmes qui utilisent un certain nombre de ces briques élémentaires. Ces systèmes sont par exemple des circuits régulatoires ou métaboliques, et à la construction, toujours hiérarchique, de systèmes qui sont au niveau de la cellule éventuellement. On parle, ça a été rappelé ce matin, de châssis pour les cellules minimales qui peuvent permettre de porter ces systèmes. Bon, les champs d'application de la biologie synthétique se situent typiquement en médecine, diagnostic thérapeutique, médicaments et vaccins, également dans l'industrie, dans la biotechnologie industrielle, avec également les biomatériaux,
possibilité de nanotexturation de matériaux, par exemple. Et puis, du côté de l'agriculture, l'agroalimentaire, et aussi de l'environnement, avec la bioénergie, les biosenseurs, la bioremédiation environnementale. J'aimerais montrer de façon la plus concrète possible, à travers un exemple que je connais bien, que nous avons développé, la manière dont on peut essayer de faire converger des approches bioinformatiques et biologie systémique vers une question unique, avec des résultats qui se trouvent dans le domaine à la fois biologique et dans ce cas physique du polymère, pour être précis, et qui amènent à se poser des questions nouvelles de conception qui, elles, relèveraient plutôt de la biologie synthétique et sont plutôt de l'ordre du futur dans ce que je vais vous raconter. Alors tout part avec des questions qui ont l'air simples et auxquelles on peut même se dire mais ça doit faire longtemps que c'est résolu, des questions sur le contrôle de l'expression génique, qui viennent d'une expérience qui a déjà plus d'un demi-siècle par Molle, un des pères fondateurs de la biologie moléculaire, à l'école de Copenhague. L'expérience est très simple. Il fait pousser des bactéries dans un milieu minimal, et puis il ajoute du milieu riche. Et les bactéries changent de pente de croissance. En semi-log, vous avez une droite suivie d'une autre droite avec une pente plus importante. Lui, ce qu'il regardait, c'était le taux d'accumulation des ribosomes, donc un quart de la masse sèche à peu près de la bactérie. Et sur son semi-log, il a deux droites. Il regarde l'intersection et constate que le changement de pente a eu lieu dans les 10 à 30 secondes après le changement nutritionnel. Alors, c'était avant la découverte de l'opéron-lactose. Si on posait maintenant en termes modernes le résultat de cette expérience, on serait obligé de constater que, en fait, une centaine de gènes ont changé de niveau d'expression brutalement, de manière concertée, en 10 secondes. Donc les questions sont ici. Comment est-ce que l'on peut allumer ou éteindre des gènes avec une précision aussi adaptative, et comment est-ce qu'une centaine d'entre eux peut basculer de manière aussi concertée et en 10 secondes. Et en fait, cette question n'a pas beaucoup de réponses. J'espère que vous ne comptiez pas sur mon exposé pour en avoir une, parce qu'en fait, tout ce que je peux vous présenter, c'est l'embryon d'une piste qui pourrait peut-être nous mener à un début de réponse à cette question très très difficile. Alors voyons un petit peu. Je prends le problème à l'envers. Je commence par l'interprétation pour rendre clair ce que je vais raconter ensuite. Mais je ferai apparaître également tout à l'heure ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre de l'interprétation. L'interprétation part de ceci. On observe que si l'on prend dans un réseau d'interactions génétiques, si l'on prend les gènes qui sont corégulés, c'est-à-dire qui partagent un facteur de transcription, qui les régule, qui influence leur niveau de transcription. Si on prend ces gènes corégulés, ici en vert, dans la levure de bière ou dans la bactérie, le colibacille, on se rend compte qu'ils tendent à se trouver disposés à intervalles réguliers. Alors si maintenant on prend ce chromosome linéaire, où on a fait cette observation depuis la séquence, et on en fait une bobine, un solénoïde avec un tour par période, à ce moment-là on récupère évidemment les gènes verts en alignement. D'où la possibilité de créer des concentrations locales élevées, anormalement élevées, impliquant les deux partenaires, la protéine, le facteur de transcription, et l'ADN, les sites de liaison de ce facteur de transcription. Ajoutons à cela, alors, ceci en principe doit changer évidemment les caractéristiques, déplacer l'équilibre de la réaction fortement. Alors ajoutons à ça que si on regarde un autre facteur, on trouvera souvent que ces cibles, en bleu ici par exemple, partagent la même période. Et on a peut-être l'embryon d'un principe d'optimisation globale du schéma transcriptionnel de toute la cellule. D'où aussi la possibilité éventuellement de mieux réaliser un changement concerté, une bascule concertée pour un grand nombre de gènes. C'est ça qui nous ramène à la question précédente. Alors le plan de ce que je vais maintenant raconter très très rapidement est le suivant. D'une part, nous allons voir que la transcription se fait de façon focalisée, qu'elle est sensible à la position et regroupement,
que les gènes corégulés tendent à se positionner périodiquement, donc je vais vous montrer quelques éléments, et que cette périodicité favorise le regroupement tridimensionnel et le solénoïde, ainsi d'ailleurs que le fait d'avoir plusieurs facteurs de transcription. Bon, j'évoquerai peut-être aussi un petit projet justement qui nous rapproche de la biologie synthétique. Alors, le point numéro 1 vient d'un certain nombre de laboratoires, pas le nôtre, comme celui de Peter Cook ou celui-ci de Ishiyama et Iraga. Quand on rend fluorescente l'activité de transcription, on a des points et non pas un schéma diffus. Donc il y a une focalisation des activités transcriptionnelles chez les bactéries et dans un noyau de cellules humaines, en vert ici. Ça, c'est une chose. Un autre point qui est très important pour notre discussion, c'est qu'il a été montré, mais très récemment, que dans un point vert comme celui-ci, on retrouve en fait principalement le même facteur de transcription. Il y a une certaine ségrégation et on ne va pas avoir un mélange de plusieurs facteurs de transcription dans le même point vert d'activité transcriptionnelle. Le second point est celui-ci. La transcription est sensible à la position du gène le long de l'ADN. Alors, une première démonstration absolument fantastique est venue de Benno Müller-Hill, mais ensuite ça a été montré à nouveau, puis ça a été modélisé dans le groupe de Leibler également. Donc, voyons un petit peu. Vous avez ici un facteur de transcription qui est justement le répresseur lactose de l'opéron, qui se fixe à 2 sites ou plus, mais nous pouvons raisonner sur 2, ce sont les opérateurs, avec une boucle d'ADN qui intervient entre ces 2 sites. Ce qui a été montré de manière étonnante, c'est que si vous ajoutez 2 nucléotides à cette boucle qui en fait 100 ou 400, vous perturbez la régulation par 2 ordres de grandeur environ. C'est ce que vous voyez ici, entre le haut et le bas de cette courbe, le niveau de répression, vous avez un facteur 70. C'est énorme. Alors, maintenant, il y a quelque chose d'amusant, il y a une périodicité aussi, c'est une périodicité de 10 paires de bases, elle est tout simplement liée au fait que la double hélice d'ADN a un tour de 10 paires de bases. C'est-à-dire que si ce site-là n'est pas du bon côté, bien orienté par rapport à celui-ci, le facteur de transcription ne peut pas fixer les deux. Donc, en quelque sorte, nous avons 2 ordres de grandeur entre le cas où le facteur de transcription est lié aux 2 sites et le cas où il est lié à un site. Donc, c'est énorme. Et c'est évidemment un principe que j'utilise et que je généralise pour la discussion qui suit. Donc les données, les jeux de données dont nous partons, il y en a 2 types. Il y a le réseau des interactions transcriptionnelles qui nous dit ce facteur a un certain nombre de cibles qu'il influence transcriptionnellement, et les données génomiques qui disent ces gènes cibles du facteur, en violet, sont positionnés à tel et tel endroit le long de l'ADN. Nous avons mis au point un certain nombre de méthodes sophistiquées pour découvrir les régularités de ces positions. Pourquoi sophistiquées? Parce que les données sont peu abondantes, bruitées, il y a des faux positifs et des faux négatifs, donc il y a des erreurs dans les données. Et donc nous avons travaillé au départ sur des chromosomes artificiels, où nous avons imposé les positions, et puis bien sûr aussi sur les chromosomes naturels. L'idée de base étant de passer en coordonnées solénoïdes et d'utiliser ensuite une vue de face du solénoïde en quelque sorte pour établir un score qui est basé sur la formule de Shannon, qui nous permet de récompenser non seulement les forts regroupements de gènes, c'est une chose, mais aussi les arcs qui sont très longs et qui n'ont pas de gènes, qui sont eux aussi des cas exceptionnels. Donc aussi bien les vides que les forts regroupements. Ici, donc, je mentionnerai pour cette approche qui est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle typiquement bioinformatique, un succès, un petit succès, qui nous a lancé sur une collaboration intéressante. Vous avez ici les macrodomaines du chromosome d'Escherichia coli, qui est circulaire, avec l'origine et le terminus, dans une publication de Bocard en 2004, qui montre qu'il y a des parties structurées, en couleur, et des parties non structurées, en pointillés, et donne les frontières. Donc ce sont des données biochimiques et morphologiques. Ici, nous arrivons avec notre algorithme de façon aveugle. Il part automatiquement sur une fenêtre mobile et il cherche à améliorer le score et à trouver les frontières pour lesquelles il a des très bons scores, les meilleurs scores possibles, concernant donc la périodicité des cibles d'un facteur de transcription qui s'appelle CRP
et qui a la particularité d'avoir le plus grand nombre de cibles dans cette bactérie, de cibles connues en tout cas. Et l'algorithme s'arrête et nous répond, voilà mes frontières, et vous voyez qu'il y a un parfait recoupement avec le demi-chromosome côté origine, et aussi avec la partie terminus. Ah, non, il y a un problème, ils avaient publié 47 minutes, nous avons 41 minutes. Bon, il se trouve que quand on a été faire un exposé chez Bocard, il est monté à son labo, il est redescendu, après des petits calculs, parce qu'il faut convertir les nucléotides en minutes, il nous a dit, on a raffiné nos résultats, mais en fait, depuis un an, nous savons que ce n'est plus 47 minutes, c'est 41. Donc 3 post-dictions, une prédiction, et nous avons lancé immédiatement, vous vous en doutez, une collaboration sur une question qui est quand même assez difficile, qui est, est-ce que la dynamique transcriptionnelle donne une structure au macrodomaine du chromosome d'Escherichia coli? Donc, je passe sur d'autres aspects pour en venir à un aspect qui est plutôt de l'ordre de la modélisation physique. En effet, nous avions une autre question pressante, c'est le point 4 de tout à l'heure. Est-ce qu'une périodicité de gènes mis le long de l'ADN, placés le long de l'ADN, favorise le regroupement 3D de ces gènes et une solénoïdisation du chromosome? Alors pour cela, il n'y a pas beaucoup de choix. L'expérience ne peut pas vraiment être faite sur la cellule. On peut la faire avec l'ordinateur. Et donc, nous avons mis sur pied un modèle de physique du polymère dans lequel il y a une originalité simplement, c'est que les attractions se font entre des points précis, pair à pair, ce qui est censé mimer le pontage de 2 sites d'ADN par un facteur de transcription bivalent, et la plupart le sont. Donc je vous passe les détails pour vous montrer que nous avons d'une part fait une petite contribution à la physique du polymère et 2 petites contributions à la biologie depuis l'été dernier. D'une part, donc, au-delà de la transition de macrophase bien connue pour un polymère, nous avons montré qu'il y avait aussi une transition de microphase qui n'était pas connue et dans laquelle on peut avoir un équilibre entre un cas où on a la plupart de nos sites qui sont regroupés et un cas où ils ne sont pas regroupés ou majoritairement pas regroupés. Donc un état un peu plus ordonné, un peu moins ordonné. Côté de la biologie, premier point, c'est le titre. Nous regardons ici un cas où le chromosome artificiel ici comporte des gènes qui ont été placés périodiquement. Nous voyons un regroupement 100% pour les 4 facteurs de transcription de leur cible. Et donc nous prédisons une bonne optimisation collective de leur régulation transcriptionnelle. Alors que si les sites sont placés de façon aléatoire, nous avons toujours un grand nombre de gènes qui restent isolés, même s'il y a un petit peu de regroupement. Nous ne prédisons donc pas d'optimisation. Et le second point biologique, très vite, le fait d'avoir plusieurs couleurs, c'est-à-dire plusieurs facteurs de transcription, favorise le regroupement et la mise en solénoïde. Ici, vous avez un cas où le solénoïde est parfait, c'est-à-dire que le brin d'ADN circule de couleur en couleur, toujours dans le même ordre. En fait, il se trouve, et ce n'est pas montré, que si le chromosome est long, nous n'avons pas ce genre de résultat. Nous avons des parties solénoïdes et puis le brin repart dans l'autre sens où il fait un court-circuit, etc. Mais pour des brins courts, on peut avoir des arrangements totalement solénoïdes. Donc voilà un certain nombre de prémices du modèle qui sont, disons, renforcées par ce type d'observation. Bon, quelques mots très très rapides sur des extensions de notre travail à d'autres échelles, d'autres organismes, à la réplication de l'ADN et puis à la réplication, et puis à la translocation ou au point chaud de recombinaison. Donc ici, nous avons une proposition qui nous ramène assez proche de la biologie synthétique. La proposition des superopérons. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Typiquement, ce qu'on peut appeler colocalisation 1D consiste à mettre les gènes l'un derrière l'autre. Donc dans la levure, vous allez avoir 2 gènes qui partagent un promoteur, qui sont orientés comme ça, le promoteur au milieu. Vous voyez, la limite tout de suite est à 2. Dans la bactérie, vous pouvez aller plus loin parce que vous pouvez arranger des cistrons dans un même opéron. La limite étant de l'ordre d'une vingtaine à peu près en pratique. Donc ça, on peut l'appeler la colocalisation 1D. Par opposition, la colocalisation 3D, représentée ici, consiste à utiliser le principe que semble bel et bien utiliser la levure et la bactérie dans notre interprétation et avec les faits que j'ai montrés,
pour essayer de créer des superopérons, c'est-à-dire des gènes que l'on va réguler de façon coordonnée en les disposant de manière périodique. La réalité est un petit peu plus compliquée qu'une bête périodicité, mais ça je passe sur ce point. Les outils bioinformatiques nous la donnent, de façon à pouvoir coordonner tout ça. L'application biotechnologique semble assez évidente lorsque, peu à peu, nous essayons de sophistiquer nos approches de biologie synthétique. En particulier, mes collègues qui font de l'ingénierie métabolique peuvent être amenés à mettre en place une suite d'une quinzaine de réactions catalysées par des enzymes extérieures à l'hôte qu'il faut donc amener. Et certainement, il est important dans ce cas de co-réguler ces différents gènes qui codent ces quelques enzymes. Et quand je dis une quinzaine, en fait, c'est déjà l'état de l'art. Je pense au travail de Denis Pompon sur la synthèse du cholestérol dans la levure. Je pense au travail de Jay Kisling sur l'artémisinine, mentionné tout à l'heure. Également, c'est l'ordre de grandeur. Et nous irons sans doute vers des quantités plus importantes encore, des circuits métaboliques plus importants encore dans le futur. Dans ces cas-là, que faites-vous? Que fait-on avec la levure qui ne permet d'ajuster que 2 gènes? Eh bien, donc, vous avez là une solution potentielle pour coordonner la synthèse l'expression d'un grand nombre de gènes, même lorsque les opérons ne sont pas disponibles. Voilà, donc je finis sur un tout petit mot en forme de point d'interrogation. On a vécu plus de 30 ans de génie génétique. Est-ce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au génie épigénétique? Alors, ce qui m'amuse, c'est que chaque fois que j'essaie de réfléchir à ce que sera le génie épigénétique, je retombe sur le bricolage de l'ADN, qui, orienté bien entendu vers justement la constitution de caractéristiques épigénétiques dans l'organisme que nous sommes en train de modifier, mais finalement en mettant des gènes à certains endroits, en bricolant l'ADN. Et donc le génie épigénétique, par manque d'imagination de ma part sans doute, est aujourd'hui encore basé sur les méthodes du génie génétique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.